Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Prime Politique. Au cœur de l'actualité au Bénin, la proposition de loi d'amnistie refait surface. L'honorable Nourenou Achadé a exhorté ses collègues députés à dépoussiérer cette initiative qui est en souffrance depuis 2024 au Parlement. Quelles sont aujourd'hui les chances d'aboutissement de cette initiative portée par les députés de l'opposition? Nous en parlerons dans un instant. De l'autre côté, ça chauffe également entre l'UPR et son partenaire, le PRD. Avec mon invité, nous allons essayer d'évaluer les impacts de cette guerre sur les élections générales à venir. La Sénat également ne dort pas sur ses lauriers. Elle s'apprête pour une organisation parfaite des élections générales, une première dans l'histoire démocratique du Bénin. Nous en parlerons également si le temps nous le permet. Nous parlerons également des dispositions que prend le parti Les Démocrates pour pouvoir affronter les élections générales de 2026. Je reçois pour vous sur cette émission Jean-Claude Kouagou, il est cadre du parti Les Démocrates et en même temps membre de la cellule de communication. Monsieur Jean-Claude Kouagou, bonjour. Bonjour, Parfait Folie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi et je salue vraiment votre professionnalisme. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour saluer les internautes et téléspectateurs de Prime News TV. Merci à vous, Jean-Claude Kouagou. Le député Nourenou Achadé, président par ailleurs du groupe parlementaire Les Démocrates, a exhorté le 11 juin dernier ses collègues députés à remettre sur table la loi d'amnistie, une loi déjà rejetée par la commission des lois en janvier dernier, une loi aussi dont le chef de l'État ne veut pas en entendre parler. Il a exprimé clairement, mais pourquoi aujourd'hui, à 6 mois des élections, vous ressortez encore cette initiative? Avant de vraiment répondre à votre préoccupation, je voudrais vous faire un peu la genèse de la loi d'amnistie qui a été introduite pour être votée et pacifier le paysage politique. C'est d'abord que dans le programme de législature du Parti Les Démocrates, en prélude aux législatives de 2023, nous avons fait la promesse qu'il faut libérer les détenus politiques, créer les conditions pour faire revenir les exilés politiques. Parce que nous sommes tous les enfants de ce pays, nous sommes tous les enfants d'une même nation et que même si je rapporte le sujet au niveau familial, lorsque vous avez des enfants qui, à des moments donnés, posent des actes, disons, répréhensibles et que vous tentez de les punir une première fois, mais ce n'est pas à vie que vous les faites souffrir. À un moment donné, il faut ouvrir, il faut leur donner l'occasion de pouvoir, comment dit-on, s'exprimer autrement parce que la sagesse peut venir au bout du fil. Mais tel n'est pas le cas. Vous reconnaissez là que des enfants de ce pays ont commis des fautes et qu'il faut pardonner ces fautes-là pour évoluer. C'est-à-dire que je prends acte de ce que, pour ne pas les citer, Madame Rekiat Madougou a été jetée en prison, que le professeur Joël Aïvor a été jeté en prison et que les deux ont été condamnés et derrière eux, plusieurs autres militants, disons, de l'opposition pour être beaucoup plus général. Alors, on suppose qu'ils ont commis des fautes et qu'ils ont été condamnés. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas les libérer? Mais pourquoi c'est l'amnistie qui vous préoccupe et non la grâce présidentielle? Que ce soit l'une ou l'autre des formules, est-ce que nous les avons obtenues? Mais vous privilégiez l'amnistie. Oui, l'amnistie efface les peines pour que le casier judiciaire soit vierge. Pourquoi effacer les peines quand on sait qu'il y a d'autres jeunes qui ont commis des actes similaires mais qui n'ont pas été aussi pardonnés à cette hauteur-là? Ce n'est pas la première fois que cela se fait. Et puis, vous me sortez du cadre et je vais aussi sortir de ce cadre-là pour remonter à plus loin. Vous savez comment depuis 1990, comment nous vivons? C'est tout simplement parce que dans ce pays, nous avons dit que nous avons un filon qui nous met ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que lorsqu'il y a des situations politiques qui se produisent dans le pays et qui nous met en conflit à un moment donné, on peut supposer que c'est un conflit d'un temps et que nous devons nous pardonner pour relancer. C'est ce qui a prévalu à l'occasion de la conférence nationale. D'abord que le président Mathieu Kérékou, sous son régime, il y avait eu beaucoup d'exactions, de prisonniers politiques, d'exilés politiques, puis il a ouvert le jeu pour amnistier. Il a pris une loi d'amnistie pour amnistier
tous les détenus politiques et les exilés politiques de l'époque. Et c'est ce qui a favorisé le retour de tout le monde. Mais le bénéfice de ce retour des exilés politiques et des détenus politiques libérés à l'époque nous a permis de faire la conférence nationale dans la concorde. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a un vivre ensemble. Et à partir de là, la conférence elle-même a amnistié d'une certaine manière, c'est-à-dire a remis les peines du président Mathieu Kérékou pour qu'il ne soit pas poursuivi au moment où il ne serait plus en fonction en tant que président de la République. Nous ne devons pas oublier l'histoire de notre pays. Donc, en 2019, parallélisme de forme. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on estime, encore que là aussi, ça reste à établir, mais comme notre justice est telle et que tout le monde l'a décrit, on est arrivé à condamner nos compatriotes, nos militants, à des peines fantaisistes. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Mais qu'à cela ne tienne, je vous disais que la justice a fait son travail et est allée au bout. Il y a eu des avocats. N'oubliez pas qu'il y a un magistrat. Il y a des avocats, des prévenus qui ont fait des plaidoiries. La justice est allée jusqu'au bout. Ce n'est pas des décisions fantaisistes, comme vous le dites, M. Kouagou. Est-ce que vous avez suivi un magistrat, juge à la criette, qui a dit que les décisions viennent du palais? Ben, c'est que sa parole, c'est lui seul qui sait de quoi il parle. Et vous ne voulez pas qu'on prenne acte de cela? Mais je dis, moi je ne suis pas juge. On a suivi aussi le procès. Oui, on dit que le procès est fantaisiste. Et vous voulez défendre ça? Vous êtes là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas que nous prenions acte sur ce qu'on nous déclare officiellement? Mais vous n'avez aucune preuve Mais matérielle. la preuve aussi, c'est la contrainte pour ce magistrat de se mettre en exil. Il aurait beau être au pays pour continuer, qu'il serait en détention aussi. Mais il a préféré ne pas faire le jeu et de se retrouver en exil. Il fallait avoir un argument pour pouvoir s'exiler. Mais tous ceux qui sont en exil ne sont pas des gens qu'on poursuit politiquement. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Ben, je ne sais pas, c'est moi qui pose des questions ici. Non, on peut aussi vous poser des questions puisque vous ne permettez pas d'avancer. Sur plateau, mais ici, c'est moi qui pose des questions. Non, je peux aussi, en réponse à votre question, vous poser des questions. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis, est-ce que vous avez des arguments contraires qu'il n'y a pas d'exilés politiques dans notre pays? Vous ne pouvez pas démentir ça. Et le juge qui était là, il aurait pu faire le jeu que c'est plus simple. En fait, c'est ce qui est difficile qu'il a fait. Le fait de dénoncer et de se retrouver en exil. Il aurait pu rester, être dans les bonnes grâces du pouvoir, recevoir ses primes et puis tout simplement plus rien d'autre. Mais il a préféré dénoncer, dire ce qu'il vit et rendre justice et puis prendre la clé des champs. C'est ce qui s'est passé avec lui. Lorsqu'on revient, vous nous déviez du sujet. Vous avez parlé de la loi d'amnistie dont nous ne sommes pas en train de parler véritablement. Donc je vous faisais la genèse que c'était dans notre programme de législature et lorsque nous avons eu les 28 députés, cette loi d'amnistie a été introduite. Mais c'est le président de la République qui est resté sourd. Lui qui donne des ordres à ses députés qui obéissent à l'œil et au doigt, n'a pas voulu aller dans ce sens lui-même. Vous parlez des humains qui sont quand même adultes, responsables. Je ne dis pas le contraire, mais ils ne peuvent rien faire quand le président n'a pas dit oui ou non. C'est ce que le président dit qu'ils font. Et eux-mêmes font l'aveu. Ah oui? Hors des micros, ils font l'aveu. C'est vous qui le dites? Oui, et je l'assume, je dis qu'ils font l'aveu. C'est d'accord? Donc à partir de ce moment-là, le président n'a pas voulu. Et c'est la raison pour laquelle la proposition de loi sur l'amnistie a souffert tout le temps. Et aujourd'hui, on estime que pour aller aux élections, il faut décrisper la situation politique. Voilà pourquoi cette loi a été réintroduite par le président du groupe parlementaire, l'honorable Nourenou Attiadé. Mais la commission des lois a motivé son avis de rejet de cette initiative. C'est une décision politique là aussi. En conformité avec le fait que le président de la République a clairement dit à maintes reprises que lui, il n'est pas favorable pour accorder une amnistie aux détenus politiques et aux exilés politiques. À 6 mois des élections, vous ressortez cette loi. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique pour dire aux populations, nous vous avons promis la libération des détenus politiques, nous ne sommes pas arrivés, mais nous essayons, mais nous n'avons pas les coups de franche. Est-ce que ce n'est pas une stratégie que vous mettez en place pour conquérir davantage le terrain politique? Nous sommes en politique et tous les coups sont bons. Donc, si il veut plutôt saisir la balle au bon, c'est plutôt d'accepter
de voter la loi d'amnistie pour que nous soyons en paix et eux, ils pourraient utiliser ça pour dire en définitive, enfin, nous avons voté la loi d'amnistie proposée par le groupe parlementaire de l'opposition, le Parti Les Démocrates. Mais vous êtes minoritaire au Parlement. J'ai suivi des députés qui ont dit que vous ne discutez pas avec eux comme cela se doit. Vous voulez faire, comment on le dit, chemin de façon solitaire, alors que vous n'avez pas le nombre qu'il faut pour faire voter cette loi-là. Pourquoi vous n'avez pas pensé à des conciliabules, à des négociations avec les autres groupes parlementaires pour pouvoir faire aboutir votre initiative? Il semble que vous êtes hors du pays et que vous ne connaissez pas la réalité. La réalité est que on a fabriqué une opposition factuelle. Ah oui? Oui. Comment? Qui se trouve être en réalité le BR. J'allais dire une minorité factuelle qui se trouve être le BR et qui joue le rôle de l'opposition. Donc ils s'entendent les deux pour pouvoir nous répondre. Ce que je voudrais dire fondamentalement à ce niveau, c'est que lorsque ils disent que nous ne menons pas le débat, nous ne négocions pas. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se disputent. Dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais après, parfois, ils s'entendent correctement dans les coulisses, mais quand ils viennent en plénière, c'est autre chose qui se décide. Et puis, comme nous n'avons pas le nombre qualifié pour inverser la tendance, nous subissons. Mais la loi permet à la conférence des présidents de remettre sur la table une loi rejetée par la commission des lois. Pourquoi la conférence des présidents à laquelle appartient l'honorable Achadé ne siège-t-elle pas sur cette actualité-là, cette initiative? Lorsque vous prenez la conférence des présidents, il y a combien de personnes pour que l'opposition puisse avoir raison et inverser la tendance? Mais ce sont des négociations politiques. Oui, c'est de ça que nous parlons. Et je dis parfois, sur certains sujets, ils s'accordent. Mais à un autre moment, au moment de prendre la décision, au moment de passer en plénière pour voter, mais vous constatez que c'est tout à fait le contraire parce qu'ils ont reçu les instructions qu'il fallait pour ne pas aller dans ce sens. Mais il paraît que c'est le retour de l'ascenseur. Quand les gens ont besoin de vous pour faire passer certaines lois, vous votez contre. Donc c'est tout à fait normal qu'eux aussi, ils vous retournent l'ascenseur. 28 députés contre 81. Ah ben oui, récemment quand ils ont voulu réviser la Constitution, ce sont les 28 qui ont bloqué le processus. C'est quand même un signal fort pour dire... Là maintenant vous m'amenez sur un terrain très confortable et je voudrais dire que ceci. On n'a pas suffisamment débattu des points sur lesquels on devrait réviser la Constitution. Et à partir du moment où un régime qui se dit de la ruse et de la rage commence par vous proposer ça, alors que ce n'était pas ça qui était à l'ordre du jour, vous devez vous méfier. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui a demandé qu'on puisse trouver la formule afin que, entre les maires actuels et les nouveaux maires, lesquels, disons deux, devraient parrainer les élections pour la présidentielle de 2026. C'est à partir de là que c'est parti. Et puis, ils ont voulu profiter pour introduire une révision opportuniste de la Constitution. C'est à cela que le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, n'a pas accédé. Et puis, ça a amené problème. La conséquence, c'est que il y a eu des représailles de manière verbale portées par un député et la matérialisation de ces menaces, c'est le code électoral qui nous a été opposé avec des dispositions on en parlera plus tard, mais sur la loi d'amnistie, est-ce qu'aujourd'hui, le Parti Les Démocrates a des issues, des points de sortie, ou bien c'est définitivement clos ce débat de la loi d'amnistie? Non, je crois que le mérite du groupe parlementaire Les Démocrates, c'est vraiment d'avoir exhumé cette loi d'amnistie et de la mettre sur la table. Il appartient à la majorité parlementaire de pouvoir accéder ou non, et nous prendrons acte de ce qui adviendra. Au cas où cette loi ne passerait pas, quel argument allez-vous mener devant les populations auxquelles vous avez promis la libération des détenus que vous appelez politiques et des exilés dits politiques? Non, c'est que tout le monde comprendra dans ce pays que la volonté n'a pas manqué du côté des députés LD et que nous sommes allés jusqu'au bout. On l'a introduit
une première fois, ça a été rejeté. Puis, chemin faisant, on estimait que, disons, les rancœurs allaient s'estomper. Ça n'a pas été le cas. On a réintroduit et puis ça a été rejeté. On prend acte et puis on continue. Les démocrates prennent acte de la position crispée de leur vis-à-vis sur la loi d'amnistie. Mais en attendant, la Sénat, elle, de son côté, s'apprête pour les élections législatives et communales de janvier 2026. Elle a lancé 2 plateformes, e-learning et e-délégué, la semaine dernière pour plus de transparence au niveau du parti d'opposition Les Démocrates. Quel avis, Jean-Claude Kouagou, vous portez sur ces plateformes que la Sénat a mises à la disposition des populations et des partis politiques surtout? Non, il faut dire que le temps faisant son œuvre, l'expérience de la Sénat va en s'améliorant. Depuis, disons, les toutes premières expériences, c'est que la Sénat était ad hoc, elle est créée juste durant la période électorale et aussitôt après les élections, elle dépose un bilan, elle disparaît. Mais à un autre moment, on a estimé qu'il fallait capitaliser l'expérience de la Sénat pour qu'elle soit pérenne. Et chemin faisant, la numérisation aidant, aujourd'hui, nous sommes à un stade où la Sénat se professionnalise. Et à partir de ce moment, je crois qu'elle a intégré le numérique dans son fonctionnement et e-learning est tout simplement une plateforme, disons, de formation, je dirais même d'auto-formation. Parce que sur la plateforme, il y a beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations qui sont disponibles pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les partis politiques. Les informations que souhaitent avoir les délégués des postes de vote, les coordonnateurs d'arrondissement ou bien les acteurs politiques, toutes ces informations se trouvent sur la plateforme e-learning. Et donc, c'est compartimenté. Et donc, chacun peut y aller pour puiser les informations qu'il souhaite et les traiter comme il le veut. Ça permet d'abord de suivre le processus lui-même et ça permet aussi de disposer des informations pour pouvoir agir en temps opportun. Cela veut dire que désormais le Parti des démocrates a confiance que les élections seront plus ou moins transparentes et équitables. Oui, il reste que ce sont les hommes qui gèrent aussi cette plateforme. Et depuis toujours, en tout cas les dernières élections, la plateforme e-learning a été toujours disponible. Donc, ce n'est pas pour la première fois. Mais le gros problème, je crois que c'est de ça que vous parlez, le gros problème, c'est les agents électoraux qu'on positionne dans les postes de vote. Mais généralement, ce n'est pas appel à candidature, mais la sélection est faite au niveau de la Sénat elle-même. Donc, ils choisissent ceux qu'ils veulent. Mais je crois que avec ceux qui ont le profil requis. Oui, dans l'a priori, oui, ceux qui ont le profil requis, mais aussi, on a constaté quand même que lorsqu'on finit puisque nous sommes des enfants du même pays, nous nous connaissons, donc quand on finit, on peut analyser la liste qui est retenue, on sent effectivement que la grande majorité des agents électoraux ont des sensibilités plutôt proches du régime. Alors, il y a aussi la plateforme e-délégué qui permet désormais aux partis politiques de déployer leurs représentants dans les bureaux de vote et de les suivre de près. Est-ce que cela ne réduit-il pas les frustrations qu'on a quand on sait que dernièrement les démocrates s'est plaint de ne pas pouvoir avoir des faits de dépouillement pour porter ces plaintes devant la Cour constitutionnelle? Est-ce que désormais, avec cette plateforme qui permet de gérer les représentants dans les bureaux de vote, il n'y aura pas moins de plaintes? Gérer les représentants de bureaux de vote ne veut pas dire gérer les résultats des bureaux de vote. Mais les représentants peuvent noter ce qu'ils constatent sur la plateforme directement. Est-ce que ce ne serait pas désormais un gage que vous pouvez brandir devant la juridiction compétente? Je vais être d'accord avec vous à condition qu'on puisse nous donner la certitude que c'est valable juridiquement, que c'est opposable aux institutions. Si tel est le cas, c'est que c'est une très bonne chose et que bon, nous avançons, la Sénat avance et je crois que c'est du mérite pour la Sénat. Nous sommes à 6 mois des élections générales. Le Parti des démocrates, où en est-il dans les préparatifs des candidatures, puisque selon le calendrier que la Sénat a rendu public, déjà vers fin octobre, il y aura la réception des candidatures dans un peu moins de 4 mois. Comment vous vous préparez pour affronter ces élections? Nous les préparons très bien, dans la sérénité, beaucoup de sérénité. Nous les préparons très bien parce que
nous avons une organisation qui permet de ne pas cafouiller le moment venu. Déjà, à l'heure où je vous parle, nous avons édité à l'interne des normes pour que la sélection des candidatures puisse se faire suivant des règles de l'art à l'intérieur de notre pays. Il y a par exemple ce que nous avons appelé des directives pour les candidatures et il y a des critères d'éligibilité, des critères internes pour permettre à ce que la sélection des candidats ne se fasse pas sur la tête du client, mais se fasse à l'aune des instruments que nous avons créés à l'intérieur, mais conformément aux lois de la République. Donc là où nous sommes aujourd'hui, oui, c'est avec beaucoup de sérénité que nous préparons les élections de 2026 parce que c'est un enjeu très capital. Nous avons l'obligation d'amener le peuple à porter les listes de candidatures de notre parti pour que l'alternance que nous souhaitons de tous nos voeux puisse se réaliser. Voilà pourquoi nous travaillons déjà très sereinement à l'effet de pouvoir constituer des listes de candidatures que le peuple, pour lesquelles le peuple doit pouvoir se retrouver et lui accorder le crédit nécessaire afin que ce que nous vivons dans le pays aujourd'hui cesse à partir de 2026. Vous voulez de l'alternance à la tête du pays à partir de 2026, mais quels sont les arguments, quelle est l'offre politique que vous proposez aux Béninois pour qu'ils puissent vous écouter, vous suivre, voter pour vos candidats afin que ce que vous souhaitez puisse se réaliser? L'offre politique est en cours de finalisation et nous allons, à la fin, nous allons la valider et cette offre politique sera à la disposition de tous les citoyens pour qu'on puisse voir la pertinence des idées dans tous les secteurs de vie et surtout la société que nous souhaitons pour demain, qui est une société humaine, une société qui place l'homme au cœur de l'action publique plutôt qu'une société qui place les pierres devant les hommes. Donc une société qui privilégie la dignité humaine plutôt que l'esclavagisation de l'homme. Vous voulez dire que vous allez privilégier le social au détriment du développement durable, des infrastructures, c'est ça? Au-delà même du social, c'est d'abord de reconnaître que l'humain est sacré, aussi bien spirituellement que dans la Constitution, que l'humain est sacré et qu'il faut lui donner la place qu'il faut dans la vie. Et donc, tout ce qu'il y aura comme action publique à poser doit d'abord privilégier la dignité de l'homme plutôt que de le fragiliser. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des armées, ça ne fait pas bon vivre. Les enseignants souffrent. Mais c'est une avancée par rapport au système de vacations qu'on a connu dans ce pays où des enseignants parcourent plusieurs collèges à la fois. Qui vous a dit? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est au plus 2 collèges. Non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ils sont surchargés et ils gagnent des miettes. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ils ont un salaire sur 12 mois. Non, je suis dans le secteur. Je suis dans le secteur, je suis enseignant du supérieur. Je suis dans le secteur. Mais on a privatisé tout. Et ce n'est pas bien. Donc là, il faut remettre le cas, par exemple, de l'enseignant dans sa dimension pour que l'enseignant puisse se consacrer correctement. Si vous voulez des exemples pour le cas précis des enseignants, je vais vous les citer. Les conditions qu'il faut créer pour que l'enseignant se sente, par exemple, très utile à la société. Vous allez aux États-Unis, l'enseignant, il va à la retraite quand il le veut. Nous n'avons pas, certes, la même législation. L'enseignant, il est payé tous les vendredis. On n'a pas les mêmes ressources non plus. Non, ce n'est pas histoire de ressources, c'est une question de calibre. On peut dimensionner pour qu'il ait les ressources qu'il faut. Mais nous ne manquons pas de richesse dans ce pays. Nous avons nous ne manquons pas de richesse fiscale, vous le savez bien. Oui, mais dans ça, nous ne manquons pas de notre richesse. On a de l'argent dans le pays. Ah oui? Oui, on a de l'argent. Mais ce n'est pas partagé. Il y a un clan, un petit club qui a mis la main basse sur tous les piliers et leviers économiques du pays. Et c'est ce qui fait que la misère est devenue ambiante aujourd'hui. Les recrutements, ce sont des recrutements ouverts à tout le monde, public. Ce n'est pas un clan qui est recruté au poste dans le pays. C'est tout le monde qui candidate quand même quand on lance les recrutements. Depuis l'arrivée de la rupture, il y a eu, en dehors de la police,
Dans quel secteur on a recruté? Bon, je n'ai pas fait l'exercice, c'est à vous de nous dire. Non, s'il y en avait eu, ça serait venu très facilement dans votre mémoire. Il n'y en a pas eu. On a recruté tout le temps à la police pour mater les populations. Voilà la réalité. La police, c'est pour sécuriser la population, non pour mater la population. Je dis que c'est pour mater. Quand les gens tapent pour les casques, là, vous dites quoi? Pour un rien ou pour un non, on mate les populations. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez tout dire ici sur ce plateau, mais c'est la réalité de la population. On n'a recruté nulle part. Dans l'enseignement, par exemple, on n'a pas recruté. On n'a pas recruté, on n'a pas construit les infrastructures. Donc, notre offre politique consistera à mettre l'humain dans l'action publique pour rétablir sa dignité. Et à partir de cet instant-là, je suis sûr que le travail que nous sommes en train de faire en ce moment amènera le peuple béninois, dans sa grande majorité, à opérer ce que nous avons appelé la révolution électorale, qui consiste à aller massivement aux urnes, le moment venu, pour sanctionner tout ce qui est manquement aujourd'hui dans la République et permettre une alternance large, incontestable, pour que nous puissions retrouver notre façon de vivre d'antan. Vous êtes membre du cadre de concertation de l'opposition. Est-ce qu'on peut s'attendre à des alliances, même si la loi interdit aujourd'hui des alliances formelles pour les élections prochaines, Monsieur Jean-Claude Kouago? Le cadre de concertation a été créé en novembre 2024 pour réfléchir sur l'ensemble, disons, des problèmes politiques qui se posent en ce moment et permettre à ce que toutes les forces politiques, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition, puissent se retrouver pour se parler. Première des choses, il y a des partis qui n'ont pas voulu faire l'exercice, c'est-à-dire de mise ensemble pour qu'on puisse parler d'une même voix. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des partis politiques et des mouvements politiques qui ont accepté que nous puissions nous mettre ensemble pour discuter des problèmes de l'opposition. Et c'est pourquoi le cadre de concertation est appelé cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Donc l'objectif, c'est d'abord non seulement de parler entre acteurs politiques de l'opposition, mais c'est aussi de pouvoir poser d'une même voix les problèmes cruciaux à la République. C'est beaucoup plus ça. Maintenant, à partir du moment où vous faites route ensemble, il y a une sorte de sympathie, d'amour qui se crée entre vous et vous pouvez chercher à l'intérieur les ressources qu'il faut pour vous mettre ensemble pour aller davantage plus loin. Donc je crois que si les débats se faisaient dans le sens que vous posez le problème ici, les acteurs trouveront les réponses, les solutions qu'il faut pour pouvoir aller ensemble de l'avant. Parlant justement du cadre de concertation, vous avez initié l'audit du fichier électoral. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ça a des chances d'aboutir pour qu'on ait des élections moins contestées au Bénin? Je ne suis pas membre du COPIL, le comité de pilotage, mais ce que je puis dire, c'est que l'audit du fichier électoral était un des chantiers du cadre de concertation. Et son objectif était d'abord de faire l'état des lieux du fichier électoral qui a servi aux élections de 2023. Donc de savoir comment le fichier s'était comporté, quels étaient les dysfonctionnements, les biais, les décès qui figuraient sur la liste. En tout cas, de révéler toutes les anomalies qui figuraient sur la liste électorale. Et deuxièmement, c'est de voir comment la liste doit se comporter pour les élections à venir. Et donc, corriger le fichier électoral pour qu'il soit crédible pour l'ensemble des acteurs afin que les élections soient le moins contestables possible. Donc, cet exercice a nécessité naturellement des fonds pour sa mise en œuvre et le pouvoir a accordé les moyens. Je crois que le travail se fait et les techniciens, le mois venu, vont pouvoir nous proposer les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire comme travail. Et à partir de ce moment, on aura l'occasion d'apprécier avec preuve
ce qui a été fait. En attendant les résultats des experts du COPIL pour l'actualisation du fichier électoral, il y a eu une guerre fratricide qui se développe au sein de l'UPR et du PRD. Nous allons en parler très brièvement avec notre invité, M. Jean-Claude Kouagou. Vous, de l'opposition, quelle est votre lecture de cette crise qui secoue aujourd'hui l'UPR et le PRD? D'abord, je dirais que ça ressemble à un feuilleton. Et chaque jour nous apporte d'éléments nouveaux. Et depuis que le conflit a commencé, on n'avait pas assez d'éléments d'appréciation. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses ont évolué avec la lettre de demande d'explication du secrétaire général du parti UPR et la réponse que lui a opposée le destinataire, M. Gracien. Je crois qu'à partir de là, on a quelques éléments d'appréciation pour aller un peu plus loin. C'est davantage intéressant quand on ajoute à tout ça l'intervention du président de la commission des lois, qui est un membre très influent du parti UP Le Renouveau. Le président de la commission des lois dit qu'il y a eu dol à un moment donné. Il y a eu dol. S'il y a dol, c'est qu'il y a problème. Cela veut dire que les choses ne se sont pas effectuées dans les règles de l'art. Et à partir de là, on a à se poser des questions en tant que républicain au sens étymologique du mot. Est-ce qu'on a respecté la chose publique? Que disent les tests? Est-ce que les tests ont été appliqués comme il se doit? Au regard de tout ce que je viens de citer comme référentiel, il apparaît très clairement que le processus de création de l'UPR n'est pas allé à terme, semble-t-il. Et de ce fait, l'UPR apparaît comme un parti inexistant. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, l'ex-parti ou bien l'ancien parti, dans tous les cas, les anciens militants du parti PRD, fondent leur argumentaire et estiment que leur parti existe toujours. Surtout qu'ils ont aussi des preuves matérielles. On a beau faire tous les discours, toute la rhétorique qu'il faut en parlant de ce qu'il y a eu subrogation, fusion, subrogation qui supplante les congrès qui devraient avoir lieu pour dissoudre initialement les éléments de départ. Mais il reste que, en toute franchise, l'appréciation que je puis faire particulièrement de cette situation, c'est que l'UPR est aujourd'hui, disons, je ne dirais pas un conglomérat de partis politiques, mais c'est que c'est un mélange hétérogène. Et parce qu'il n'est pas allé au bout pour être homogène, il se fait que les éléments constituant l'UPR sont en train de se céder pour que chacun puisse retrouver son indépendance. Et là, c'est un conflit politique et il me semble qu'il pourrait devenir un conflit judiciaire, nous rappelant dans l'histoire politique de notre pays la crise qui a secoué la renaissance du Bénin avec la dispute du logo RB entre l'aile Nathanaël Ba, paix à son âme, et l'aile Rosine Soglo, paix à son âme aussi. Quand on sait que cette fusion a eu lieu en 2022 et c'est en 2025 que le PRD réclame aujourd'hui son logo et ses attributs, est-ce que ce ne sont pas les élections de 2026, repositionnement oblige, qui amènent le PRD à adopter cette position aujourd'hui pour reconnaître les erreurs juridiques qu'ils ont eu à commettre il y a 3 ans? Les deux présidents des partis qui ont fusionné pour donner UPR sont des juristes de haut niveau. Bien sûr. Qu'ils arrivent 2 ans ou 3 ans après à cette crise qui laisse clairement transparaître au regard des éléments du dossier, il y a fortement, me semble-t-il, la responsabilité du président de l'UPR qui devrait conduire à terme tout le processus. Ah oui. Et je vous ai dit que le président de la commission des lois, qui est membre influent du parti de l'UPR, a dit qu'il y a eu dol. Et à partir de ce moment, il y a problème. Donc, ils chercheront certainement à résoudre ce problème pour aller de l'avant. Et que ce soit les élections qui pointent à l'horizon, qui soient à l'origine, je pense que dans tous les cas, on ne peut pas l'occulter. Mais cela dit,
Maître Adrien Oumbédi a toujours été un homme, on peut le taxer de tout, hein, qu'il est versatile et tout le reste, mais il reste qu'il y a une constante. Ah oui. C'est un homme, quand je l'ai étudié, il est toujours pour la paix, pour la justice, pour l'équité et surtout pour la démocratie. Il a donné au moins les preuves sur ces différents aspects dans toute sa carrière politique. Mais quand on était qu'il y a des intérêts, qu'il puisse vaciller, c'est un autre débat et c'est ce qui va... Il n'est pas le seul. Quand quelqu'un finit de dire, quand Yahi dit à gauche, quand Yahi dit à droite, et qu'il finit par se mettre pieds joints avec le président Talon, où se trouve l'idéologie? Mais quand on était président du Parlement et quand on a cautionné toutes les lois, toutes les réformes, et qu'après on vient remettre en cause ces réformes-là. Non, c'est de bonne foi qu'il pensait que la fusion des partis politiques pour créer des grands ensembles devrait se réaliser. Mais quand on en arrive au dol... il devait quand même... Non, ce n'est pas lui le président de la République, une fois encore. Mais c'est le Parlement qui vote les lois. Ils ont fini de voter. Et l'application? Mais il devait quand même savoir, du haut de son expérience, que il ne peut pas, telle loi-là peut aboutir à tel résultat. Les résultats de tout ce qu'il a contribué à faire au Parlement, c'est matérialisé par les lois sur les réformes dites politiques. C'est d'accord? Mais il reste maintenant comment on opérationnalise ça pour atteindre les réels objectifs. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous découvrons ce qu'il ne faut pas et qui nous fait dire aujourd'hui que ces réformes-là, dans leur ensemble, par ailleurs, n'ont pas porté les fruits. On peut constater très clairement que, comment dit-on, il y a une confusion au sein de l'UPR. On ne sait pas où se trouve la vérité. Mais cela dit, le fondamental, et je prends prétexte sur les propos du président Orden Aladati, il y a eu dol, et à partir de ce moment, il y a problème. Monsieur Jean-Claude Kouagou, vous avez un mot pour clôturer cette émission? Non, je voudrais franchement vous remercier pour nous avoir donné l'occasion de nous prononcer sur un certain nombre de préoccupations qui sont celles aussi de nos populations. Et je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter que nous sommes déjà en période, disons, préélectorale. Vous l'avez dit incessamment et à partir du 25 juillet 2025, et ce sur un mois, la Sénat mettra à la disposition des parrains les formulaires. Je voudrais souhaiter que ces opérations se déroulent sans anicroche et que dans l'ensemble, nous puissions vivre des élections de bonne facture en 2026. Je voudrais saisir donc l'occasion pour exhorter le peuple béninois, le moment venu, à bien se positionner pour se mobiliser comme un seul homme et aller défier le code électoral d'une part et en faisant ce que nous avons dit, la révolution électorale. Il est important parce que notre ennemi premier, ce n'est pas les acteurs politiques. Notre ennemi premier, c'est plutôt l'abstention. Il ne faut plus que notre peuple s'abstienne d'aller aux élections. Il faut qu'il sorte très massivement pour que l'expression populaire soit suffisamment grande pour que les victoires que le peuple lui-même va engranger soient des victoires vraiment éclatantes. Voilà les mots sur lesquels je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau pour partager avec nous votre lecture de l'actualité politique béninoise. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Prime Politique.